Bienvenue dans Talk and Run, le podcast qui mélange discussion authentique et déclics motivants. Ici, on plonge dans l'entrepreneuriat sous toutes ses facettes à travers des échanges sincères et dynamiques avec des invités passionnés. Sport, business, recrutement, influence, vente, échec, réussite, tout y passe. Sans filtre, comme une bonne course du dimanche matin entre potes. Chaque série d'épisodes nous plonge dans un univers pour comprendre les parcours, les défis et surtout les résultats. Que vous soyez entrepreneur, à la recherche d'inspiration ou simplement curieux, Talk and Run est là pour vous motiver et vous apporter des clés concrètes. Aujourd'hui, on est dans la capsule 0. L'idée est simple, une personne, un sujet qui la passionne et un échange vrai pour comprendre, un déclic, un parcours et une vision. Et aujourd'hui, on parle freelance. Pas le freelance qu'on fantasme sur LinkedIn, le vrai. Avec moi, Alexis Léger, qui a tout plaqué pour tracer sa propre route. Liberté, galère, kiff, solitude, réussite, on va tout décortiquer et même le milieu du freelance. Prêt ? Alors, on respire et on démarre ce nouvel épisode de Talk and Run. Je suis très content de t'accueillir pour cet épisode, un des épisodes du kilomètre zéro, donc ce qui est ma capsule en one shot avec des entrepreneurs et des personnes de mon entourage pour parler entrepreneuriat, business, sport si besoin. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est qu'on parle du freelancing et du freelance de manière générique. Pour commencer, est-ce que tu veux te présenter avant ou après la partie icebreaker, donc une petite 10 questions qui vont lancer le podcast. À toi de me dire si tu veux qu'on commence par l'icebreaker. Je peux me présenter, il n'y a pas de... Présente-toi, comme ça tout le monde va comprendre un peu qui tu es et pourquoi tu es avec moi pour parler du freelance, parce que tu es un pur souche et tu connais bien ça. Depuis un peu plus de 2 ans et demi. Donc voilà, j'ai 33 ans. Après mon master, donc j'ai choisi la voie du consulting, donc en CDI pendant quelques années, 4-5 ans. Consulting dans quoi ? Alors, conseil en management. Okay. Donc, en gros, tu as le conseil en stratégie. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on décrit le marché. Conseil en stratégie, conseil en management et conseil en informatique. Okay. Et donc, aujourd'hui, je suis plutôt un peu sur un hybride de ces 3, finalement, sujets. Okay. Et donc, j'ai plutôt eu l'occasion de travailler sur des grands comptes, notamment la BNP quand je suis rentré en 2018, justement dans le milieu du conseil. Ensuite, plusieurs autres grands comptes, la Caisse des dépôts et consignations notamment. Et depuis 2 ans et demi, je me suis lancé en freelance. Okay. Donc je suis notamment passé par CACIB, donc Crédit Agricole, où là, c'était une mission un petit peu plus tournée vers l'informatique. Et depuis un peu plus d'1 an maintenant, je travaille pour Carrel Mutuel en tant que freelance, donc sur des sujets de transformation organisationnelle et digitaux. Et en parallèle, je me développe sur des sujets médias et de recrutement, apport d'affaires. Et effectivement, je suis très actif dans le domaine du freelancing. Voilà, c'est ça. Merci pour la présentation. Aujourd'hui, donc, on va parler de ce que signifie et du modèle des freelances aujourd'hui et de la liberté, des galères et du kiff que ça peut engendrer. Et avant ça, j'aimerais commencer par un petit icebreaker avec 10 questions simples sur lesquelles le but c'est que tu y répondes assez rapidement pour qu'on introduise ce podcast. Est-ce que tu es plutôt thé ou café ? Café. Ton client de rêve ? Alors, je dirais une PME ou une start-up dans le domaine tech. Ou alors des arts, musique ou autre. C'est vrai, t'aimes bien la musique. Exactement. Ce que tu procrastines le plus ? L'administratif, bien que je le procrastine pas tant que ça. Plutôt tout seul ou en équipe ? De plus en plus en équipe. T'as déjà bossé en caleçon toute la journée chez toi ? Oui. Plutôt Slack ou mail ? Mail, je suis pas très fan de Slack. Tu utilises WhatsApp avec tes clients ou pas ? Oui, tout à fait. L'heure où tu bosses le mieux ? Le matin, entre 8h et 11h. Avant ou après le sport ? Bonne question. Avant le sport. Ok.
Ce qui t'énerve le plus chez un client? L'indécision, Ok. Quand ça avance pas, quoi. c'est ça. Ton kiff pro de l'année? Ou de l'année dernière, comme tu veux. Mon kiff pro, je dirais que c'est d'accélérer un peu sur justement la partie média. Ok. Et pour finir, ton vrai kilomètre zéro, donc ce que j'appelle pour repartir à zéro, dans la vie, ou en tout cas dans le pro récemment. C'est-à-dire, Qu'est-ce qui t'a reboosté ou est-ce que tu es sorti de ta zone de confort il n'y a pas longtemps? du coup, quand je me suis interrogé sur le positionnement de mon podcast, on va dire en août-septembre 2024, et puis après, ça m'a amené à me repositionner, à revoir un petit peu la ligne éditoriale. Donc je me suis j'ai un peu pivoté en matière de médias en fait. Ok. Bon, c'est vrai que c'est pas, on pourra en reparler même, mais t'auras peut-être pas le même ressenti, mais c'est vrai que c'est moi le podcast ou en tout cas l'enregistrement comme celui-ci. Bon, aujourd'hui c'est en vidéo, donc c'est un peu différent, donc faut assumer son image. Mais je trouve que ça reste un métier. Comme tu le dis, la ligne édito c'est important, mais c'est pas simple. En vrai, de créer son podcast, faut arriver à le positionner, faut arriver à le gérer, faut arriver à le préparer. Est-ce que toi, ça a été difficile ou tu as senti que tu étais plutôt à l'aise là-dessus? Alors ça s'est fait en plusieurs phases. Donc j'ai lancé mon podcast en janvier 2024. D'ailleurs, présente ton podcast parce que c'est important. Ouais. Ouais. Donc le positionnement, c'est aujourd'hui en tout cas, c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, le freelancing, les new ways of working en général. Ok. Et c'est des sujets qui sont très tech, donc produits, tech, start-up, etc. Et donc je l'ai lancé, comme je le disais, en janvier 2024. J'ai fait 5 épisodes et je suis tout de suite parti sur le format vidéo. Ok. Parce que pour moi, c'est le format qui a le plus de potentiel. Donc je me suis dit all-in sur la vidéo. Donc j'étais bien accompagné, j'avais un studio à l'époque. Mais c'est vrai que déjà, je souffrais parce que c'est dur de développer un podcast. Il y a une mécanique qui est complexe, ça demande du temps, de l'énergie. La ligne édito, etc. Il y a des moments où on va itérer, mais ça demande beaucoup de réflexion, un peu stratégique derrière. Donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu, juin, juillet, août. Et là, tu avais sorti déjà tes 5 épisodes. Là, les 5 épisodes qui étaient sortis sur YouTube, exactement. Et j'ai décidé d'accélérer cette année. Donc je travaille mon podcast depuis la nouvelle saison, la saison 2, depuis septembre dernier, donc septembre 2024. Et j'ai ressorti une nouvelle saison en février. Donc tu vois, il y a eu pas mal de temps. De réflexion, du de coup. réflexion. Et cette année, l'objectif, c'est de sortir 20 épisodes, toujours sur des sujets entrepreneuriaux, mais plus pour parler à des décisionnaires et finalement créer un peu de l'engagement sur ces sujets où on est un peu en retard en France. Oui, je suis d'accord. Et c'est le nom de ton podcast pour ceux qui veulent le retrouver? The Freeway. Ok. The Freeway et 20 épisodes bien plutôt tech et plutôt décideurs sur la partie business. Sur la partie business, essayer de rencontrer des entrepreneurs, des solopreneurs aussi pour faire comprendre un peu le modèle aux décideurs. Et aussi un peu s'attarder sur les sujets tech, produits, puisqu'aujourd'hui le freelancing c'est beaucoup quand même sur ces métiers. Ouais, on est d'accord. Merci beaucoup d'avoir un peu développé cette partie podcast, parce qu'on est en plein dedans. Commençons par la partie qui va nous intéresser sur le freelancing. Donc le départ, c'est quitter un cadre et du coup se lancer. Le freelancing, c'est souvent en fait un choix, un choix de ras-le-bol. Généralement, je le vois souvent comme ça en termes de modules. J'en ai marre de ma situation, donc je veux changer. Ou un besoin de liberté. En vrai, c'est lié. Freelancing, il y a free. Il y a free. Donc on a souvent ces deux éléments déclencheurs, mais entre l'envie et y aller, il y a quand même un gros monde. Donc la première question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à te lancer? Comme tu le disais, tu travailles avec des grands comptes, ça peut être sec sur le papier, tu devais sûrement être bien payé, parce que clairement dans ces milieux-là, c'est quand même cool. Qu'est-ce qui t'a poussé à te dire, ok, bon, j'en ai marre, quoi? Donc moi déjà j'ai lancé une micro en 2017, donc pas longtemps après mes études parce que j'ai terminé fin 2015. Ok. Et je sentais tout de suite que le milieu du CDI, du salariat me convenait pas. Donc j'ai tenté, à l'époque j'avais pas d'expertise tech, plutôt marketing.
Et j'ai pas réussi à me développer à l'époque. Et donc, j'ai fermé ma micro et je suis retourné en CDI finalement. Où là, je me suis fait mon expertise, mon expérience. Et comme je disais au début, il y a 2 ans et demi, c'est vraiment là que je me suis lancé. Et tu l'avais déjà en tête, ça veut dire, cette Complètement. envie d'être Complètement. un peu indépendant. Mais c'est quoi? C'est le fait d'avoir un contrat qui t'a sécurisé, qui t'a dit ok, bon, en fait, je veux aller dans cette voie-là, ou c'est un ras-le-bol, une envie de liberté, c'est le déclic que tu as eu au moment où tu étais en poste? Alors avant ça, donc avant de me lancer, déjà j'étais entrepreneur dans l'âme parce que je lançais des projets autour des arts de la musique. Ok. Donc j'investissais déjà de l'argent personnel. J'avais pas de société, mais j'investissais mon argent dans des projets jusqu'à aller en studio, à faire des clips. Donc tu vois, j'embauchais déjà des prestataires finalement. Et c'est vrai que le déclic, ça a été un burn-out, parce que j'ai fait un burn-out en 2022. Donc j'étais en CDI à cette époque-là. Et je pense qu'au fond, c'était une frustration. J'étais frustré de la situation dans laquelle j'étais. Énormément de travail, mais je m'en mettais aussi beaucoup à côté. Parce que j'ai des passions. Ouais, tu l'as cherché aussi en cumulant beaucoup de voilà. choses. Quoi. Donc formation le soir sur des sujets tech, le week-end, préparation d'un album, boxe, donc beaucoup de sport à côté. Et au final, je me suis cramé, quoi. Ok. Et donc, j'ai repris un CDI pendant 4 mois. Où là, donc, tu as changé de job? J'ai changé de job, j'étais beaucoup mieux payé. Je suis passé de 45 000 à 60 000 euros par an à cette époque-là. Mais ça me titillait trop et j'ai décidé de me lancer en freelance avec une opportunité déjà que j'avais trouvée. Ok, donc tu avais déjà l'opportunité en te lançant voilà. en free. Okay. Exactement. J'étais en CDI en période d'essai, pendant les 4 mois dont je te parle. Et j'ai eu cette opportunité de me lancer. Et là, j'ai pas hésité, j'y suis allé. Et à l'époque, je me suis lancé en portage salarial. C'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai un pote là on a échangé ce matin et il se posait la question, quand il s'est lancé, entre les 3 montages que tu peux avoir, c'est portage salarial, micro ou société. Exactement. Tu as 3 possibilités et tu peux dire ce que tu veux. L'information n'existe pas. C'est-à-dire que pour trouver quel va être le meilleur pour toi ou avoir une synthèse rapide de ce que tu vas avoir d'un côté ou de l'autre, c'est assez compliqué quand même. Et le portage, c'est pas le premier qui ressort à chaque fois. Mais je trouve qu'il est intéressant, parce qu'ici, il y a de la simplicité, tu peux faire des frais. Il y a quand même beaucoup d'avantages à être en portage. Toi, tu l'as choisi comment ? Alors, en fait, moi, je l'ai choisi parce que j'avais jamais été freelance avant. J'avais quand même monté ma micro. Et j'avais vu que c'était compliqué parce que j'avais pas trouvé de clients à l'époque. Et donc, je me suis dit, je vais peut-être pas non plus tout de suite monter une SASU, tu vois, avec quand même une structure, des frais, etc. Je vais tenter un petit peu en portage. Ça va me permettre aussi d'avoir l'ARE ensuite si je veux monter ma structure et là vraiment me développer comme entrepreneur. Donc je suis resté 1 an en portage, rupture conventionnelle. Et là, je bénéficie toujours, donc après plus d'1 an, de l'ARE. Donc qui me permet de me développer. Aide de retour à l'emploi. Aide de retour à l'emploi. Donc c'est l'aide finalement de France Travail, qui a changé de nom entre-temps. C'est plus Pôle emploi, mais c'est ça. France Travail. Ouais. Et donc avec ce dispositif que tu connais de SASU et de Pôle emploi, qui permet quand même de démarrer dans les bonnes conditions en France. Exactement, gros avantage. Voilà. Donc le portage, c'est très intéressant. C'est pas très connu, mais je trouve que c'est une bonne solution. Quand on hésite et qu'on veut se lancer, ça sécurise quand même la chose. Oui, tout à fait. Ça a un coût en tout cas, mais ça sécurise. Il y a un bulletin de paye. C'est aussi pour les tiers, c'est quand même assez rassurant quand tu as une optique d'emprunt par exemple. Oui, tu vois, tous ces trucs-là, on le voit pas, mais auto-entreprise, ça fait peur aux banques. Il y a quand même pas mal d'aspects négatifs de ce module-là de l'auto-entreprise ou même de chef d'entreprise de manière générale quand même. Exactement. Et c'est vrai que tu parles de coût. Il y a le coût effectivement du service, donc qui est souvent autour de 5%, on dit le portage salarial. Moi, c'était autour de 4-5%. Mais en fait, le coût en France, c'est surtout la fiscalité. C'est surtout les taxes. Bien sûr. Et ça, tu le ressens quand tu es freelance ou entrepreneur et que tu passes par du portage, parce que tu as ton chiffre d'affaires d'un côté et de l'autre côté, tu as le net après impôt. Et tu compares et tu fais, mais en fait, OK, il y a eu la société qui a pris des frais, mais derrière, il y a surtout les cotisations et les... 5%, c'est rien versus 90%. Exactement, c'est ça. Et donc, tu passes d'un chiffre d'affaires... Moi, j'avais un chiffre d'affaires un peu plus de 120K, 120 000 euros. Et je suis passé en net après impôt, t'es à 50 000, en fait.
Donc, tu vois, la différence entre ce que tu touches, enfin, le chiffre d'affaires et le net dans la poche, c'est énorme la différence. Tu le vois pas trop quand tu es salarié, mais du coup, tu t'en rends compte quand tu passes du côté freelance et vraiment Exactement. indépendant, quoi. Et ouais, parce que sur ta fiche de paie, tout est détaillé et tu vois l'impact de la fiscalité en direct, quoi. D'où l'auto-entreprise qui a notre format, qui lui coûte moins cher quand même. Soyons clairs, tu n'as pas les mêmes avantages, mais tu as une fiscalité qui est quand même bien différente que le portage. Exactement, c'est ça. Très intéressant. J'avais pas vraiment, c'était la deuxième personne qui me parle de portage sans que je leur en parle, parce qu'en vrai, on peut, les 3 quarts du temps, c'est auto-entreprise. Allez, SASU ou en tout cas SAS. Oui. Et le portage, c'est assez rare qu'on en parle, donc bonne remarque. À ajuster en fonction des situations perso. Bien sûr. Comme toujours. Ouais, toujours. Et puis, encore une fois, tu l'as dit, tu es parti, tu as changé de module, tu es passé de portage à une société. C'est ça. C'était peut-être pas le bon moment, ça te permet de sécuriser aussi, d'être un peu plus serein par rapport au modèle. Peut-être que ça va durer 2 mois. Ça sert à rien de créer une société pour 2 mois. Il faut tester le module, voir si ça te convient. C'est une philosophie aussi. Donc, Exactement, c'est ça. quand tu t'es lancé, donc ton starter, alors toi, tu avais quand même ce penchant pour créer des projets, donc tu avais quand même ce mood-là. Mais est-ce que ton entourage a réagi d'une manière différente? Parce que si tu étais dans une boîte avec un CDI, quand même, tu étais en place, tu as dit, je plaque tout, entre guillemets, après ton burn-out et ton ras-le-bol global de la situation. Est-ce que ton entourage a réagi d'une manière plutôt positive ou négative? La peur. C'est-à-dire que, en fait, en France, faut dire les choses, on ne connaît pas le milieu de l'entrepreneuriat en général. Et donc, quand on ne connaît pas quelque chose, ça fait peur, souvent. Et surtout pour des gens qui veulent notre bien, comme la famille, les amis, c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension de la part de nos proches. Et donc, c'est plutôt des freins contre lesquels il faut se battre au final, pour leur dire, pour les rassurer. Parce que c'est vrai que quand on a des gens qui nous préviennent des dangers, des risques, c'est toujours une lutte un petit peu derrière qu'il faut avoir aussi psychologiquement pour se dire je reprends le dessus et je vais pas me laisser convaincre par des arguments alors que les personnes connaissent pas forcément ton secteur, ton métier et le potentiel aussi du freelancing ou de l'entrepreneuriat en fait. Oui, clairement. Mais c'est marrant, on en parlait avec Marion, donc, mon invité précédent sur la partie entrepreneuriat et femmes, en tout cas entrepreneur, et c'est la même chose, c'est vraiment la peur, en tout cas de l'entourage. Ce qui est dommage parce que je pense que ça met des freins supplémentaires au fait de te lancer, en sachant que toi tu as déjà un peu peur, parce qu'elle existe forcément, c'est un changement. Donc je trouve ça assez dommage, même si c'est pour protéger et tout ce qui va avec. Hein. Ouais, et c'est pour ça que c'est important de rencontrer des gens. D'autres freelances, déjà qui sont passés par des étapes avant, des entrepreneurs qui sont même un peu plus avancés. Moi, à l'époque, je discutais un petit peu avec un entrepreneur qui avait déjà son cabinet de conseil, qui collaborait avec des freelances, qui avait des employés. Et donc, il me disait, lance-toi, en fait, qu'est-ce que t'attends Je peux t'embaucher. Ouais, il m'a dit ça. En fait, il m'a dit, je peux t'embaucher, mais surtout, vas-y, t'as rien... T'as rien à perdre en fait. C'est surtout ça. T'as rien à perdre parce qu'en vrai, le job que t'avais, tu pourras le retrouver. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire à chaque fois pour avoir ce déclic-là. Donc effectivement, la peur, je pense que ça sera celui qui va ressortir à chaque fois. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, après tes lancements finalement dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as des petits éléments que tu aurais aimé savoir en amont? Alors déjà, ce que j'ai fait et que je referai sans hésiter, je prends un peu la question dans l'autre sens. Déjà, c'est d'essayer de me diversifier tout de suite. C'est-à-dire, tu vois, je suis rentré, j'étais en freelance, j'ai tout de suite essayé de constituer une communauté. Faut savoir que dans le domaine du consulting ou de la tech, ça marche beaucoup au réseau de premier degré. Donc on voit beaucoup de plateformes, de SN, etc. Mais dans la réalité, le réseau, vraiment, a un impact énorme. Ça reste l'humain, en fait, finalement. Exactement. La reco. Exactement. Et donc, pour avoir la confiance d'un apporteur d'affaires, ESN, plateforme, et au final d'un client, il faut déjà travailler, justement, son réseau. Donc, ma première opportunité, je l'ai eue avec le réseau, clairement. Et un apporteur d'affaires qui connaît très bien un client, ça va être très simple ensuite, beaucoup plus simple entre guillemets,
De le vendre, ouais. de vendre ta prestation. Et ça, vraiment, c'est un paramètre, une recommandation que je pourrais faire à ceux qui veulent se lancer ou même continuer en freelance. C'est de toujours développer ce réseau fort de premier niveau. Et donc, la diversification, je l'ai un peu commencé comme ça, en essayant d'étendre mon réseau. Donc, avec un peu un aspect communautaire autour de moi, où je voulais créer un peu une petite communauté de consultants partenaires. Et tout de suite aussi, prospection. Donc, je suis rentré dans un compte client et tout de suite, je suis allé prospecter. Je suis allé envoyer des CV donc de consultants justement partenaires chez des collègues de mon client de l'époque. Excellent. Ouais, donc en fait, je suis rentré dans le compte. J'entendais des besoins parce que quand tu es dans un compte, forcément, tu es au courant en premier des besoins. Bien sûr. Et donc, tout de suite, j'ai envoyé des CV tu vois, aux gens qui en avaient besoin de consultants. Et ça a fonctionné parce qu'après, on m'a identifié comme un apporteur d'affaires, finalement. Ce qui est une diversification, finalement. Sans le vouloir ou c'était voulu? Ah non, c'était voulu. Hein. Okay. C'était C'était réfléchi pour te dire, OK, je vois qu'il y a des besoins, dans mon entourage en tout cas business, je peux faire ce job-là d'apport d'affaires et de vous trouver pour pallier un besoin. Exactement. Et ça a fonctionné parce que donc j'envoyais des CV finalement à une personne notamment qui avait un besoin. Et 6 mois après, elle est revenue vers moi en me disant voilà, j'ai un nouveau besoin. Donc là, elle m'a carrément identifié comme un apporteur d'affaires à part entière. Et elle m'a dit je sais que tu fais du commercial au-delà d'être consultant. Et là, j'ai passé 3 quarts d'heure avec elle. On a parlé de son besoin. Et j'ai failli signer voilà, un deuxième. deal. OK. En fait, le deal avait été signé pour le client. Et finalement, le client s'est rétracté au dernier moment. Mais après, voilà, ça fait une diversification substantielle parce que tu as un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré sur la prestation. Sur la première année, je suppose? Voilà, sur toute la durée de la prestation, en fait. Okay. Ça dure 6 mois, 1 an, 3 ans. Et donc, au final, ça peut faire des sommes importantes. Ok. Tu parlais de diversification, donc là, tu as ton job de free, Ouais. où tu fais la prestation et que tu te vends toi. Tu as le pseudo-apporteur d'affaires que tu travailles aussi. C'est ça, exactement. Et à côté, tu as encore diversifié ou... Alors, mes axes business, c'est vraiment effectivement le conseil que moi, j'apporte à mes clients. Ça représente combien à peu près en pourcentage? Là, actuellement, c'est quasiment 100%. Actuellement, à l'heure actuelle. Ok. Parce que donc, j'ai un petit peu d'apport d'affaires. J'ai aussi fait un peu de publicité. Parce que donc, je développe pas mal la partie média aussi. Ce qui fait que quand tu t'exposes sur les réseaux notamment, tu peux attirer des gens pour ton image. Ouais. Donc, j'ai fait un petit peu d'UGC notamment. D'accord. Mais principalement, mon chiffre d'affaires, c'est principalement le consulting. Mais je pense que l'axe apport d'affaires et l'axe média est beaucoup plus stratégique que l'axe conseil pur, on va dire, et surtout beaucoup plus scalable. T'es pas obligé d'être là à chaque fois, quoi. T'es pas obligé d'être là à chaque fois et tu peux aussi décorréler tes revenus de ton temps de travail et décorréler tes revenus aussi de ta zone géographique. C'est ça, ce qui est très intéressant. Effectivement, on parlera de la Bretagne après. Ou autre, d'ailleurs. Excellent. Donc du coup, ça prouve bien que se lancer, c'est une chose. Mais après, la deuxième étape, c'est tenir. Donc tenir, c'est vraiment autre chose quand même. Et souvent, c'est là où tu commences ton vrai job. Tu commences vraiment la difficulté. Parce que se lancer, c'est effectivement à faire abstraction de la peur ou oser. Mais après, il faut y aller, il faut se vendre, essayer de trouver d'autres axes, donc de la diversification. Toi, on parlait tout à l'heure de diversification, mais ton premier client, tu l'as trouvé comment? Tu m'as dit que tu l'avais avant. Comment tu as fait pour le trouver? Surtout que tu l'avais avant de te lancer. Ouais, alors en fait, moi, j'étais en CDI dans une société de conseil il y a déjà un petit moment, et j'avais rencontré, on appelle ça un business manager. C'est une personne qui développe le business pour la société de conseil. Ok. Et cette personne avait changé de cabinet et travaille pour un cabinet qui travaille avec des freelances. Et donc, je lui ai évoqué le fait que j'avais envie de me lancer. Et il a parlé à la directrice commerciale de sa société, il lui a parlé de moi. Et ça s'est passé comme ça, en fait, par bouche à oreille. Elle m'a présenté un client. Et ça l'a fait tout de suite. J'ai converti l'opportunité en mission. Ok, donc l'entourage, finalement, le réseau, c'est quand même hyper important. C'est le plus important. Et je pense d'autant plus en free, parce qu'en free, on l'oublie souvent, mais on en reparlera après, mais tu es souvent isolé. C'est fait partie du module où tu échanges avec ton réseau 1, mais le réseau de freelance.
parce que ça peut t'apporter une mission. Comme tu l'as dit, j'entends parler d'eux dans cette boîte. Donc, ça peut te trouver des deals ou en tout cas des missions. Donc, clairement, le réseau, c'est ce qui t'a permis de trouver ton premier client. Tout à fait, exactement. Et donc réseau, comme tu le disais, avec les consultants indépendants freelance, mais aussi cultiver le réseau avec les intermédiaires. Parce qu'en France, c'est un peu particulier le marché du freelancing, contrairement à d'autres marchés. En fait, en France, ça passe quasiment exclusivement par des gens qui vont faire l'intermédiaire, que ce soit de très grosses sociétés de conseil comme SIA, Capgemini par exemple, qui recrutent des freelances aujourd'hui pour les placer en prestation chez des clients finaux. Des plateformes de freelance, Mise en relation, ouais. voilà, de mise en relation. On peut citer par exemple Crème de la Crème dans le domaine de la tech, ou des apporteurs d'affaires. Aujourd'hui, ça marche aussi beaucoup comme ça. Donc d'autres freelances qui vont te mettre en relation avec leurs propres clients. Voilà, donc cultiver un peu ces relations, pas seulement avec ses pairs, mais aussi avec les intermédiaires. Évidemment, essayer aussi de prospecter les clients finaux. Oui, parce que du coup, ça veut dire, en parlant là, j'étais en train de me dire qu'il y a quand même une marge de manœuvre en termes de fees des free qui est énorme, parce que si à chaque fois, et le module du free est quand même généré par des apporteurs ou par des grosses boîtes, ça veut dire que l'intermédiaire final, lui, a une marge de manœuvre sur ses fees et sur sa facturation, parce que finalement, la boîte est prête à payer plus cher Oui. que le prestat qui est vraiment là et qui vraiment, lui, bosse, parce que l'apport d'affaires, c'est cool, mais en vrai, c'est le free qui a une marge de manœuvre. Alors, je dirais que l'apport d'affaires, ça va encore. Si tu prends un cut de 5-10% sur un freelance, Ok. ça reste élevé parce que tu vois, disons, tu factures 100 000 euros sur une année, bah, tu donnes quand même 10 000 euros à ton apporteur d'affaires sur une année, ce qui est important. Mais là où ça devient complexe, c'est quand tu as une chaîne d'intermédiaires. Parfois, tu as un apporteur d'affaires qui va être connecté avec une ESN et parfois qui va être même porté par une autre structure. Donc, tu as des chaînes d'intermédiaires finalement qui font qu'au final, parfois, le freelance, il n'est même pas payé la moitié de ce qui est facturé au client. C'est fou quand même. Voilà, on en arrive à des modèles qui sont un peu aberrants. Et c'est aussi pour ça que je communique beaucoup sur ces sujets. C'est que aujourd'hui, c'est vrai que tu as des très grosses structures qui facturent cher. Bon, le freelance, après, il n'est pas malheureux parce qu'il est quand même bien payé. Bien sûr, bien sûr. Mais tu as un positionnement client voilà, qui est high ticket, où ça va facturer du 1500, 2000 euros par jour. Et le freelance va toucher beaucoup moins que ça. Parce que tu as des contrats cadres, tu as des référencements qui font qu'attaquer aujourd'hui des grands comptes, des groupes du CAC 40 par exemple aujourd'hui, C'est quasiment impossible, ouais. c'est quasiment impossible. À minima, tu vas devoir passer par des sociétés de portage commercial qui vont te permettre de facturer tes clients. Ouais, donc il y a quand même un sujet en vrai. Il y a un gros sujet. Parce que c'est finalement ces boîtes-là, donc des grosses structures qui sont en contrat cadre, comme tu le disais, donc en gros en exclusivité avec les grosses boîtes, qui gèrent le marché et qui gèrent la marge. Parce que quand tu parles de 50%, c'est pas rien quand même, et c'est juste une mise à disposition, tu vois. Alors oui, il doit y avoir sûrement des frais internes de gestion, mais ça reste une marge qui est quand même énorme. Et surtout, ça veut dire que les boîtes sont prêtes à payer 2 fois le prix que le free prend, quoi. Exactement. Et c'est vrai que c'est la particularité un peu du marché français. Et c'est vrai que les grands comptes fonctionnent quasiment exclusivement comme ça. Ouais, c'est ouf. Voilà, donc après, moi j'ai beaucoup prospecté les grands comptes. Et ça réagit comment ? Ça réagit pas. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des prospects au global. J'ai beaucoup prospecté différents types de cibles, dont les grands comptes. Et c'est quasiment impossible d'avoir un rendez-vous avec un décideur. Un décideur, ouais. En tant que freelance, en tout cas. Et tu penses que c'est dû à quoi ? C'est dû au fait déjà que je pense que les décideurs ont déjà leur partenaire ESN. Moi, quand je travaillais par exemple dans un grand compte bancaire, le décideur avait une dizaine de ESN partenaires référencés. Donc attaquer un compte, c'est pas impossible. Faut déjà que tu aies un référencement en place. Donc déjà, soit connu. Voilà, et ça se travaille, tu vois, ça se fait pas en 2 jours. Donc les référencements, il faut déjà avoir une certaine assise financière, enfin ça se fait vraiment dans le temps. Et donc en tant que freelance, on va dire, qui veut juste travailler, se plugger, tu vois, pour travailler chez un client final, le référencement, faut passer du coup par un acteur référencé qui va souvent être une société de portage commercial. Par exemple, Little Big Connection te prend autour de 3% de ton chiffre d'affaires et te permet de te plugger justement, facturer le client final. Ok.
C'est hyper intéressant sur le module. Et à l'étranger, ça se passe différemment. Tu disais qu'en France, le marché était spécifique. En fait, la France, c'est très bureaucratique. Donc c'est vrai que tu passes par des couches comme ça d'intermédiaires, de structures. Par exemple, le portage commercial, en fait, c'est de la facturation. Ouais, bien sûr. Au lieu d'être interfacé avec 1000 prestataires, le client il est interfacé avec 4-5 sociétés de portage commercial. Ouais, mais je trouve que le module, il fonctionnait bien avant parce que je considère que la personne qui porte les salariés et qui les met à disposition finalement dans une grosse boîte du type BNP, elle prenait le risque social. Donc, elle avait quand même un risque de vacances, tu vois, par exemple de ses free. Elle devait les placer sur des missions, donc elle avait quand même un travail. Et là, pour la peine, je reconnaissais le fait qu'il marge, le pourcentage de marge, c'est pas moi qui vais le critiquer, mais il y avait un certain risque qui était rémunéré. Tu vois. Alors que là, une personne qui a juste le contrat cadre, qui prend des free, qui peut les enlever comme il veut, je vois pas, hormis le fait d'avoir un contrat cadre, la plus-value ou la gestion du risque ou l'apport, il n'existe pas parce que finalement, c'est juste vraiment un passe-plat pour la peine là. Autant avant, tu vois, il y avait le fait de détenir des salariés, de les avoir sur le long terme, des gens que tu as formés. Là, tu prends un free, tu le mets à dispo. Enfin, le marché, il est quand même différent, quoi. C'est spécial. C'est pour ça que moi, je vois plus d'intérêt dans l'apport d'affaires. Oui, bien sûr. Où ton client, ça devient le freelance. C'est-à-dire que l'apport d'affaires, pour rappel, c'est que dans un contrat de sous-traitance, le SN ou le cabinet de conseil a un client final, par exemple une grande banque, et le freelance va contractualiser avec le cabinet de conseil, directement, qui va lui-même contractualiser avec le client final, donc la grande banque en question. L'apport d'affaires, c'est très différent, puisque le freelance va contractualiser avec un apporteur d'affaires, et le freelance va aussi contractualiser avec le client final. Et puis c'est plus sain même sur le module. C'est plus sain, bien sûr. C'est plus sain. Et si tu veux aussi, le cabinet de conseil ne fait pas le passe-plat financier, puisque dans un modèle de sous-traitance, donc comme je l'évoquais, le freelance facture sa prestation au cabinet de conseil, qui facture lui-même la prestation avec le fee, avec le cut, au client final. Donc tu as des couches, tu vois, de facturation en fait, qui ne sont pas vraiment utiles. Ouais, je suis d'accord. Moi, c'est vraiment ce modèle-là qui me... Le modèle a changé et la structuration n'a pas changé, tu vois. C'est ça qui est paradoxal. Mais en fait, c'est pour une raison toute simple. C'est pour garder le contrôle contractuel et commercial sur les leads. Ouais, je suis d'accord. Parce que le freelance, quand il signe un contrat de sous-traitance, il signe aussi un ensemble de clauses contractuelles. Par exemple, qui lui interdit de capitaliser sur son travail chez le client final, ou même le fait de pouvoir travailler en direct avec le client final sur une durée, par exemple, de 2 ans après avoir terminé son contrat. Donc tu vois, ça verrouille quand même le business. Et c'est pour ça qu'ils le font, en fait. Ouais, ils sont en bonne place. Exactement. Ils ont free de trouver le modèle et le changement. Exactement. Autre question, un peu différente, mais aujourd'hui, tu trouves que tu bosses beaucoup, trop ou pas assez ? Je bosse trop. Alors, ça s'explique justement par cette diversification que j'essaie d'alimenter. Parce que comme tu le sais, le média, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, de l'argent aussi. Soit tu passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais du coup, tu te crames. Moi, j'ai fait le choix d'embaucher donc d'autres freelances, justement pour déléguer et, on va dire... gagner en confort. Gagner en confort, moins de charge mentale sur ces sujets, aussi moins de temps, bien que mettre en place les process... coordonner, manager, ça demande du temps, mais beaucoup moins que si c'est moi qui faisais tout, évidemment. Bien sûr. Souvent, moi j'entends je veux être free parce que je veux travailler pour moi et un peu moins bosser. Et tu te rends compte que quand même, en tant que free, je pense que tu travailles un peu plus que si tu étais en CDI. Tu l'expliquerais comment ça ? Je dirais que c'est très variable d'un free à un autre. Un free qui veut simplement faire du free, on va dire, en mode mission longue durée, chez des clients finaux, avec des intermédiaires avec qui il travaille, etc., il peut finalement travailler même moins qu'un CDI. Parce que par exemple, dans le conseil, quand tu es salarié dans une boîte de conseil, souvent on te demande de faire ta mission et en plus répondre aux appels d'offres, écrire des articles, on te demande plein de trucs à côté. Donc au final, tu bosses plus. Là où ça devient plus de taf, plus de travail quand tu es free, c'est justement quand tu veux passer au step further.
ne moins dépendre en tout cas des intermédiaires, aller prospecter, créer du contenu. Et c'est cette démarche, tu vois, d'aller chercher tes propres clients, ne plus dépendre à 100% des autres, qui prend du temps. Après, tu t'investis aussi parce que, tu vois, quand tu développes un podcast, quand tu vas prospecter, c'est un travail long terme. Tu vois, c'est un travail qui peut te bénéficier même dans 3 ans, 4 ans. Bien sûr, mais tu es toujours en quête en vrai. Je trouve que free, c'est une fausse idée de se dire je vais faire mes 3/5e et gagner mes 5/5e, tu vois. Parce que tu vas avoir toujours en vrai, si je travaille un jour de plus, je vais gagner un peu plus. Donc tu as toujours cette envie-là, de pallier ou d'être appelé de faire plus parce que tu peux faire plus. Parce que là, pour la peine, le temps que tu vas dépenser en plus, ça va être un retour sur investissement normalement, puisque tu vends ton temps. Et tu as toujours l'aspect un peu sécurité aussi, comme tu le dis, genre aller chercher du client direct, verrouiller le fait, ma prochaine mission, comment ça va se passer. Et vu que là, tu n'as plus quand même le bouclier de on va trouver des clients pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes, alors c'est vrai que j'en connais quelques-unes qui, elles, travaillent moins, tu vois, genre un 3/5e qui remplace leur 5/5e et qui effectivement rentrent dans un cadre qui est différent. Par contre, je vois beaucoup plus de gens quand même qui se disent en free, vraiment indépendant, solopreneur, j'entends, Ouais. Je vais faire un peu plus, tu vois. Parce que tu as le challenge, tu as le fait que tu as envie de gagner plus, tu as envie de sécuriser. Et je trouve que justement, tu as ce modèle-là d'en faire plus, donc d'être un peu plus en charge que de se dire j'ai envie d'être plus calme. Ouais, tout à fait. Et après, le risque, justement, l'autre pendant, si tu fais juste ta mission, on va dire, c'est que tu te mets en risque parce que le contrat, il peut s'arrêter du jour au lendemain, Bien le sûr, contrat hein. freelance. Tu n'as pas de sécurité. Donc, si tu n'as pas fait ta trésor, si tu n'as pas anticipé un petit peu ces sujets-là, et que tu comptes que sur les intermédiaires, gros danger. Franchement, gros danger. Hein. C'est ça un petit peu aussi le risque dont peut-être on ne parle pas assez sur le freelancing, c'est que si tu es en mode un petit peu tranquille pendant 1 an, 1 an et demi, que tu constitues pas ta trésor, que tu développes pas ton réseau en parallèle, que tu vas pas prospecter, au bout d'1 an, 1 an et demi, tu n'as plus de mission, là tu vas peut-être aller rechercher un CDI finalement. Exactement. Et là, tu te retrouves sur un module qui est différent et finalement, c'est pas un échec, mais c'est un changement de route en tout cas. C'est peut-être pas ce que tu veux au final. Oui, Parce que- ouais, je suis d'accord. Parce que si tu le fais pas, c'est que c'est pas la façon dont tu as envie de travailler. Donc en fait, reste pas free, change et mets-toi plutôt dans un autre modèle qui sera différent et qui te correspondra mieux, quoi. C'est ça, parce que si tu te lances en freelance et qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, tu es obligé de retourner en CDI, ça veut dire que ta trajectoire, elle n'est pas viable. Parce que tu n'as pas anticipé assez, que ce soit en matière de trésor, de réseau, de prospection. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'incite les free à pas rester juste au crochet des intermédiaires, Ouais, t'as raison. aller chasser, pêcher leurs propres poissons, on va dire. Et c'est cette démarche-là qui va plus sécuriser leur freelancing, plutôt que de se dire, tranquille, je suis en mission long terme. Non, en fait. Ouais, mais surtout quand ça s'arrête. Et on se rend pas compte de l'impact que ça, parce que autant CDI, t'as quand même une marge de manœuvre, le risque, il est pris par quelqu'un d'autre. Par contre, free, ça s'arrête du jour au lendemain, c'est fini. Hein. Et là, alors sauf si t'es en portage salarial, mais sinon, t'as pas la RE, en tout cas, t'as pas les aides de France Travail. Et là, c'est différent, et le modèle, tu reviens vite à un poste en question. Bon, alors, Exactement, c'est ça. c'est un autre module, mais en tout cas, tu reviens sur une autre façon de travailler. Et c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi, la façon dont tu travailles, est-ce que tu as envie, et il faut avoir toutes ces données-là. Et ces données-là, tu les as que quand tu fais ta prospection, ton travail, échanger avec des nouvelles personnes. C'est pas donné à tout le monde quand même. Hein. Exactement, et même des gens très bons de mon entourage, très bons consultants, très bons communicants. Il y a eu des cas autour de moi de personnes justement qui se sont lancées, ils ont eu des premières missions. Et au bout d'un moment, le cycle du business fait qu'il y avait moins d'opportunités. C'était un moment où eux, ils n'avaient plus de mission. Ils ont été obligés de revenir en CDI. Alors que c'est des très bons profils, mais le marché est cyclique. Il y a des fois où... parfois, c'est très fort. Ça, on a besoin... Par exemple, la période Covid, c'était beaucoup de besoins d'un coup, etc. Et là, depuis quelques temps, c'est un peu plus dur. Faut plus travailler justement sa communication, être plus présent, aller chercher plus les missions en direct, par exemple. Et donc, toutes ces logiques-là, il faut les anticiper. Sinon, après, c'est des frustrations. Ça va être par exemple, le retour au salariat. Si on ne le veut pas, ça peut être subi, du coup. Ouais. Et il y a des communautés, en parlant là, tu me dis, les free,
Est-ce qu'il y a une communauté qui peut t'aider quand tu es free? Est-ce qu'il y a des groupes de free qui existent? Je ne connais pas du tout, j'avoue, cette partie-là, mais vu que tu me dis que quand tu cherches des missions, est-ce qu'il y a des modèles, des assos, des regroupements, des personnes qui ont rassemblé des free pour travailler ensemble, justement, mais de manière indépendante sans être dans un modèle où il y a quelqu'un qui a un contrat cadre? Je vois ce que tu veux dire. C'est En ça fait, aujourd'hui? il y a des initiatives, il y a des communautés alors, qui sont en fait des plateformes un petit peu. Ok. Donc, c'est un modèle où effectivement il y a de la sous-traitance derrière, où ces plateformes font aussi du portage commercial souvent. Ouais, donc c'est pas vraiment une communauté. Parce qu'en vrai, ce qui manque aux freelances aujourd'hui, c'est de se retrouver à plusieurs et de pas être esselé. Et de pouvoir parler, avoir des porte-paroles qui disent OK, nous on a un pool de free, on n'est pas là pour dire moi je vais marger sur cette personne-là, tu vois, mais à plusieurs on sera quand même un peu plus fort, on aura de l'impact. On peut créer une communauté qui a un nom, qui a tu vois, une sorte de certification de qualité presque, tu vois, pour dire voilà, nous on est spé dans ce produit-là, on a les 30-40 personnes du marché qui ont travaillé avec toutes les grosses boîtes. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui, tu vois? Il y a des modèles comme ça. Par exemple, on peut citer Titan Collectif. Ok. J'avais reçu notamment Greg Lotelier Ouais. dans mon podcast, qui avait un peu expliqué son modèle, justement, pour essayer justement d'avoir un collectif Bah, c'est ça. de freelance. Donc, c'est des modèles qui sont un peu compliqués à développer parce que créer une vraie communauté, c'est compliqué. Beaucoup de gens se cassent les dents sur le sujet. C'est beaucoup de temps. C'est réussir à intéresser les gens. Mais est-ce que c'est pas ça la solution, en vrai? Pour garder un modèle de free, parce qu'en vrai, si tu regardes le secteur, il est surmargé. Donc ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est utilisé, en tout cas qui est gagné par d'autres personnes. Est-ce que ça peut pas être utilisé pour des communautés, pour qu'elles soient plus sereines, pour sécuriser un peu les deals, et puis pour que ça soit eux qui travaillent au lieu que d'autres personnes prennent les deals, tu vois, ils pourraient être plus forts en termes de force de frappe. Je pense que ça va beaucoup se développer, ce modèle de collectif. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas, hein, on est d'accord, il y a pas. Enfin, c'est Il y pas en a hyper quand même. frappant, quoi. Il y en a quand même. Par exemple, il y a Fluo dans le domaine du coaching organisationnel. Ok. J'avais rencontré les fondateurs. Donc, ils essayent, tu vois, de développer justement ce type de modèle. Un peu comme Titan. Donc, Titan, c'est au niveau du dev iOS. Ok. Tout ce qui est un peu développement mobile, plutôt positionné dev et tech. Ok. Mais il y a quand même, tu vois, cette émergence d'acteurs qui essayent de prendre des cuts un peu plus faibles, justement, de fédérer autour d'une techno. Par exemple, Greg Lotelier fait beaucoup de conférences dans les sociétés, aussi des événements extérieurs qu'il organise. Donc, tu vois, un peu une notion de parler justement de son métier, de ses technos, du freelancing aussi. Ouais, et puis tu vas défendre une équipe, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant. Alors effectivement, je pense que la personne qui va porter le projet, ou les personnes, bon, ça va être du temps, ça va être de l'énergie. Donc forcément, ça faut que ça soit récompensé à un moment donné, parce que tu peux pas faire ça gratuitement. Mais je pense que ça peut avoir beaucoup d'éléments positifs pour alors soit une niche de free, soit un secteur. Mais tu vois, pour arriver à rassembler des mecs, comme tu disais, de ton pote là, qui est hyper bon en tech, qui était bon orateur et autres, bah, il n'a pas réussi à chercher ou à trouver. Le fait de se rassembler, ça permettrait peut-être de gérer les questions, de gérer, de même mutualiser la partie admin, tu vois. Ah, Donc, tout à fait, ouais, tout à fait. Même en matière d'apport d'affaires, si tu as une communauté. Mais de mutualiser, donc du coup, ça te permettrait Exactement. que l'apport d'affaires de ta communauté vienne en gros à l'intérieur pour payer des frais de structure, des locaux potentiels, tu vois. Et ça peut avoir une économie, ou en tout cas un écosystème qui peut fonctionner. Ouais, je suppose que c'est assez complexe parce que le fait d'être free, tu veux ton indépendance aussi. Donc, Oui, tout à fait. ça va tu peux avoir des éléments de frottement hyper forts, mais Ouais. je pense que ça. Tant que les free ne vont pas se rassembler, on n'est pas en train de parler de rassemblement, mais tant que les free ne vont pas se rassembler, tu n'auras pas ce contre-pouvoir avec des mecs ou des acteurs qui sont en place depuis des années, qui ont des contrats cadres, et tout seul, faire ce que tu veux, tu vas encore plus ramer, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que cette tendance va s'accentuer, s'intensifier, c'est clair. On le voit déjà un petit peu, mais vraiment avec justement l'augmentation du nombre de freelances. Ouais. Et ben on va avoir ces besoins, de groupe. Finalement, c'est lié à la communauté, Oui, c'est ça. au groupe, et de se constituer sa propre équipe. Finalement, parce qu'aussi, une des richesses du freelancing, on pense parfois qu'on est
isolé. Alors ça peut être vrai, mais c'est aussi la possibilité de se constituer sa propre équipe. Ouais, on est Un peu d'accord. comme un entrepreneur qui va recruter, par exemple, des salariés. En freelance, tu peux embaucher d'autres freelances, comme moi, ce que je fais par exemple. Et après, tu as cette richesse de constituer ton équipe, ce que tu peux pas faire en tant que salarié forcément, parce que En tout cas, c'est pas toi qui vas la décider. voilà, c'est forcément. pas toi qui vas choisir ton équipe pour le coup. Et ça aussi, c'est quand même choisir ses projets, les gens avec qui tu vas travailler. Rien que ça, c'est une richesse incroyable. Et tu fais donc le parallèle avec la dernière partie de cet épisode. Le quotidien va façonner l'endurance. C'est une phrase classique, mais parfois on oublie que rester en free, c'est un vrai choix stratégique, mais c'est surtout le fait d'avoir cette possibilité-là de s'entourer. Et la question que tu peux avoir, c'est passer le step d'après, donc avoir une équipe ou pas d'ailleurs. Cette volonté-là d'avoir une équipe, ce qui change totalement, parce que initialement, quand même, le freelance, c'est d'être libre, mais pas libre d'embaucher, mais libre tout seul. Souvent, c'est associé à ça. Toi, de ton côté, toi, tu as vite pris, je pense, des free. Est-ce que tu penses que tu vas rester est-ce que tu vas rester free à vie ou pas? Est-ce que tu penses que ce modèle-là va changer? Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, on parle souvent de solopreneuriat quand Ouais. tu passes un peu au step d'après. À savoir quand tu commences un petit peu justement à recruter d'autres freelances. Tu restes seul en mode entrepreneur, tu n'as pas de salarié, mais tu commences à avoir une équipe plus ou moins grande. Donc moi, par exemple, en 2024, j'ai embauché une dizaine de prestataires. Donc tu vois, ça commence à faire quand même pas mal de gens avec qui tu travailles. T'es plus totalement solopreneur. Alors, tu es solopreneur parce que tu n'as pas de salarié finalement. Oui, bien sûr. Euh, Oui. Mais, Voilà, mais est-ce que quand tu prends un free, tu peux considérer que tu n'as pas de salarié dès que tu commences à avoir ce lien de subordination sans la fiche de paye? Parce que finalement, si c'est juste matérialiser la fiche de paye parce que tu es un salarié, si tu es un free toute l'année. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors justement, moi, les freelances avec qui je travaille, j'essaie justement qu'ils soient vraiment en mode freelance. Ok. C'est-à-dire, tu vois, typiquement, la podcast manager de mon podcast, je lui ai dit, voilà, je veux pas d'une assistante, je veux pas justement ce lien de subordination. C'est à toi de gérer le projet. Tu vois, je lui mets à disposition les outils. Asana, par exemple, j'ai investi dans une licence Asana de gestion de projet. Ok. Et je lui dis, voilà, l'objectif à terme, c'est que 95% du podcast, j'y touche plus, quoi. Et donc, tu vois, c'est un peu aussi responsabiliser ses prestataires pour pas être dans une logique, justement, de salariat ou salariat déguisé, mais embaucher des A-players, donc des gens très bons. Ouais, mais ça va avec un changement quand même. T'es plus dans le freelance ou le solopreneur en tant que tel. Tu constitues ton équipe. Oui, alors tu constitues ton équipe. Effectivement, ça, c'est quand même une différence entre un freelance qui va, entre guillemets, que faire une activité ou, par exemple, que du conseil, et un freelance qui va tenter de se développer sur plusieurs axes. Et là, il va être obligé de recruter, sinon il va éclater en vol. Ouais. Et puis après, tu as la question de la responsabilité. Donc tu vois, souvent les free, entre guillemets, ce que j'appelle un vrai free, c'est-à-dire pas le fait d'être libre, mais le fait d'être solopreneur. C'est-à-dire que tu es seul, tu fais vraiment ce que tu veux, tu n'as pas le lien de subordination ou pas, mais en tout cas la sous-traitance que tu vas avoir, tu es vraiment free solo. Tu changes de cap, tu vois, tu as quand même une casquette que tu veux ou pas, que tu prends ou pas, de manager. Parce que finalement, avec la personne que tu as en free, tu es son manager. Même si tu lui laisses carte blanche, entre guillemets, qu'elle gère 80%, c'est toi le décideur. Exactement, c'est un management de prestataires. Et ça, on le voit de plus en plus, d'ailleurs, chez les clients. Où moi-même, en mission, je je pilote un projet du coup, qui intègre énormément de prestataires. Free, ouais, bien sûr. Alors, freelance d'ailleurs, ou pas. Ça Ok. peut être des prestataires qui embauchent des CDI. Et du coup, je me trouve à piloter pour le compte de mon client une multitude de prestataires, donc des éditeurs et autres. Et donc, ce rôle un petit peu de management, pilotage de prestataires, c'est vrai que j'ai l'habitude maintenant de le faire, que ce soit chez mes clients, dans mon rôle, tu vois, de chef de projet, ou avec mes propres prestataires. Et du coup, ça me sert aussi parce que aujourd'hui, je sais recruter, parce que je fais des entretiens. Par exemple, avec la podcast manager, j'ai rencontré
3-4 personnes. Ouais, des différents candidats, quoi. Voilà, tu rencontres les candidats, tu les assesses, tu regardes aussi le prix, ce qu'ils proposent. Donc aussi, tu développes tes capacités de recruteur. Et en plus, moi, ça me sert aussi pour recruter pour mes clients, au final. Donc c'est un petit peu un système où tout se répond et tu montes en compétences au fur et à mesure, que ce soit en management d'équipe, recrutement. Et finalement, oui, tu glisses au fur et à mesure vers un modèle Tu es plus... déjà passé, en vrai, à ce stade-là, à mon sens, tu es passé sur un modèle qui est plutôt du freelance à l'entrepreneur plutôt classique, c'est-à-dire je crée une structure, je m'entoure de personnes, alors que ce soit des salariés ou des free, tu es quand même en train de monter ton écosystème et du coup, tu es sorti du freelance, entre guillemets, quand même, à partir du moment où tu commences à mettre cette casquette-là. Après, il y a la notion de à partir de quand, mais je considère que tu sors du freelancing quand tu passes cette C'est intéressant de parler de ces sujets parce que c'est vrai que derrière un mot, tu as des représentations. Bien sûr. Par exemple, quand tu dis freelance et que tu dis tout ce que je fais, t'en as, ils vont me dire non, t'es plus freelance. Alors que d'un côté, je suis quand même freelance. Tu vois, je travaille quand même pour. Sur un pan de ton activité. Voilà. Tu vois, par exemple, sur le fait où tu te vends toi-même, entre guillemets, où tu as une prestation pour le temps que tu vas passer, là, clairement, tu es free. Mais sur la partie développement de ton autre axe, ou de tes autres axes, c'est-à-dire l'apport d'affaires ou le podcast, tu as mis une autre casquette. Clairement, tu as laissé ta casquette de freelance chez ton client, dans l'assureur, et tu as mis une autre casquette pour aller gérer un autre projet. Et je considère que là, tu es vraiment rentré à grands pas dans l'entrepreneuriat à proprement parler, même si le freelance et l'entrepreneuriat, c'est un autre mode d'entrepreneuriat, tu vois, c'est la première marche, quoi. C'est ça. Et moi, de toute façon, j'ai un mindset où, tu le vois sur mes réseaux, je développe beaucoup ma marque personnelle. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je fais du conseil. Demain, je ferai peut-être autre chose. Du coup, tu vas faire quoi dans 3 ans ? Et justement, en fait, développer sa marque, à la différence de développer une marque d'entreprise, c'est justement que tu peux rebondir sur des axes connexes qui peuvent intéresser ta cible ou une nouvelle cible. Mais en tout cas, tu pars pas de zéro. Alors que c'est l'avantage de capitaliser sur tes réseaux, une newsletter, par exemple, que tu peux créer, ou un podcast. Ouais. C'est qu'au final, tu capitalises sur toi. Moi, aujourd'hui, je fais du conseil. Demain, je ferai peut-être une activité qui n'a rien à voir avec le conseil. Mais je peux toujours me servir de ces assets, de ces actifs. Par exemple, ma chaîne YouTube, demain, je peux la réorienter. Et donc, c'est un petit peu ça aussi, le jeu. C'est tu as des entrepreneurs qui vont travailler leur marque, d'autres pas du tout. Ouais. Ils vont travailler leur entreprise. Mais moi, j'ai plus une vision où, justement, je veux rester libre par rapport à mon business. Et demain, par exemple, si je veux me lancer dans la formation à 100%, pourquoi pas ? Puis l'un n'empêche pas l'autre. Tu pourras travailler Exactement. la marque de ta formation tout en continuant à travailler ton branding. L'un n'empêche pas l'autre, C'est effectivement. ça. L'un n'empêche pas l'autre, mais un branding fort sur sa marque personnelle Ah oui, bien sûr. permet d'accélérer plus facilement sur d'autres business. En Et fait. d'alimenter tes autres business. Ouais. Exactement, c'est ça. Je voulais te poser une autre question, mais tu y répondais presque un petit peu. Si tu devais refaire, ou en tout cas tout refaire depuis le départ de ta partie plutôt freelance, tu repartirais solo ou direct avec des free plus tôt ? D'être accompagné, quoi. Ouais, je pense que dès que j'aurais fait un cash flow qui sécurise un peu le freelancing au global, ou alors l'ARE, tout simplement. L'ARE, finalement, ça sécurise déjà ton activité de Bien freelance. sûr. On a de la chance, hein, vraiment. Voilà, moi, pendant 18 mois, je bénéficie de l'aide de Pôle emploi. Donc, ça veut dire que tout le cash flow que tu France génères... Travail. France Travail, tout à fait. On s'y fait pas. Voilà, donc si tu as ton cash flow à côté et Pôle emploi, France Travail, qui finance ta vie, on va dire, au jour le jour, et tu peux investir massivement dans ton business. Et ça, je le referai à 1000% d'investir sur moi, de me payer des formations, du coaching, parce que je me fais aussi coacher sur des sujets médias, business, formation, coaching, médias. En fait, développer tes compétences et tes actifs en tant que freelance, entrepreneur. Ouais, je suis clairement d'accord avec toi. En gros, moi, je vois pas ça comme de la dépense, tu vois, mais de l'investissement. Donc, surtout, en plus, quand tu es free, autant tu peux avoir un regard différent quand tu montes ta boîte parce qu'il faut de l'économie, parce que tu as des salariés, autant quand tu es free, ton seul actif, c'est toi. Donc, dès que tu as du cash, alors tu peux avoir le débat de moi, j'ai envie de prendre du cash pour moi, mais investis dans toi. Donc, formation,
tu te fais accompagner pour développer tes skills, et vu que c'est ça que tu vas vendre, il n'y a pas de débat, fais-le direct et au plus tôt, quoi. Ah, exactement, la formation et le coaching, c'est vraiment pour moi le levier numéro 1 pour atteindre ses ambitions plus rapidement. Je dis pas que c'est pas possible de le faire sans, mais clairement, je pense que sur des aspects de mon business, je suis allé plus vite grâce à un accompagnement que j'ai moi-même déclenché. Alors après, ça a un coût important. Un bon coaching, par exemple, une bonne formation, ça chiffre rapidement. Mais après, est-ce que tu préfères apprendre en un mois ce que tu aurais mis 5 ans à apprendre? Après, ça, c'est personnel, c'est des questions, mais il faut se les poser en tout cas. On arrive à la fin du podcast. Alexis, merci beaucoup pour avoir parlé d'un sujet que tu maîtrises, on le voit très bien, le freelancing. On a d'autres sujets qui pourront être développés. J'en ai déjà noté quelques-uns, donc c'est très cool. Est-ce que tu peux juste nous dire où on peut te retrouver, notamment ta chaîne YouTube, ton podcast, et si on a besoin d'un freelance, qu'est-ce que tu peux, en tout cas, qui tu vas pouvoir aider? Alors, donc, chaîne YouTube, c'est alexis.thefreeway. Donc, la chaîne, c'est The Freeway, tout simplement. Okay. Après, je suis très présent sur LinkedIn. On s'est rencontrés sur ce réseau. Donc, voilà, YouTube, LinkedIn, un peu après les autres réseaux, mais de façon beaucoup plus fun que business pour le moment, en tout cas. En tout cas, si on a envie de te retrouver, c'est plutôt sur LinkedIn. LinkedIn, YouTube, il y a aussi tous mes liens, parce que aussi, j'ai toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, où je mets aussi tous mes épisodes de podcast. Donc en tout cas, sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les infos pour me retrouver et me contacter. Super, bon, je mettrai le lien en tout cas. Voilà. Mais si des freelances hésitent encore à se lancer, n'hésitez pas à contacter Alexis. Il vous donnera les tips qu'il faut pour passer le cap. Donc merci à toi d'être venu dans mon podcast, dans le kilomètre zéro. Avec grand plaisir, Jordan. Où on parle vraiment du freelance. Et c'était vraiment très cool. Donc j'espère qu'on pourra en faire un autre sur un autre sujet, qui peut être le brand ou la musique. On n'a pas eu l'occasion d'en parler. Des beaux sujets aussi. Ouais. Et on peut en parler pendant longtemps. Je n'ai même pas vu le temps passer. Mais en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on se refait un épisode rapidement. Et je te dis à très vite. À très vite, Jordan. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Talk & On. Et quel parcours! Avec Alexis, on a parlé du vrai quotidien d'un freelance. Les débuts chaotiques, la liberté, les doutes et cette envie de construire quelque chose qui a du sens. Le plus dur, ce n'est pas de réussir, c'est de décider d'y aller. Même quand tout semble flou, même quand on a peur. Merci beaucoup Alexis pour ton partage brut, inspirant et sans langue de bois. Et n'oubliez pas, si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous, à un pote qui veut se lancer, à un collègue qui hésite encore, ou juste à quelqu'un qui a besoin de coup de boost pour se lancer. Et on se retrouve très vite pour un nouveau Talk & On. Et d'ici là, n'oubliez pas, peu importe où vous êtes, continuez d'avancer.